Et bonjour tout le monde, bonjour à tous, bienvenue. Je vois que tout le monde est en train de se connecter et que le nombre de participants augmente à vue d'œil. Bienvenue tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 7 février. On va parler de QVCT aujourd'hui et je vois encore le nombre de participants qui augmente, donc j'attends que les connexions se fassent. On va prendre 20 secondes pour que tout le monde puisse être bien connecté et démarrer parce qu'on a un programme chargé aujourd'hui. On va faire un tour. J'ai pris, voilà, on a des invités aujourd'hui, donc on va faire un tour de table pour présenter tout le monde. Et puis, on va pouvoir démarrer sur les résultats de la grande enquête QVCT qu'on a menée avec Ipsos et, euh, et vous présenter tous les résultats qui, vous allez le voir, sont très intéressants, très instructifs et qui, je l'espère, vont aussi vous intéresser autant qu'ils nous ont intéressés à nous. Et où en sommes-nous sur les connexions? Voilà, bah, je crois que c'est bon, on peut démarrer. Donc bonjour tout le monde, donc Camille Puech, je suis le fondateur et le président de Cali Social. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et puis je suis très heureux d'être avec les deux personnes qui m'accompagnent. Tout d'abord Clélia, bonjour Clélia. Bonjour. Est-ce que, est-ce que Clélia, tu peux te présenter en deux mots, que les participants sachent un peu qui tu es et ce que tu fais? Oui, je suis Clélia Saquet-Dura, je suis psychologue du travail et des organisations. Chez Cali Social, je suis en charge d'accompagner l'expertise métier, la déontologie aussi, des interventions en prévention des risques professionnels. Et Clélia a travaillé sur l'élaboration de cette enquête et Tout donc à va fait. pouvoir nous parler des résultats. Merci beaucoup Clélia d'être avec nous. Et également Mathieu. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Même exercice, est-ce que tu peux en trois mots te présenter, que les participants puissent savoir qui tu es? Je suis directeur d'études à Ipsos, donc l'institut de sondage qu'on connaît un petit peu, je pense. Donc moi, je travaille au département Public Affairs et au département Public Affairs, on réalise des sondages sur tout en fait ce qui a trait au débat dans la société actuelle, à ce qui fait l'opinion des Français sur de nombreux enjeux. Donc évidemment sur tout ce qui est politique, élection, mais aussi ça peut être des enjeux liés en ce moment beaucoup d'enquêtes sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux de diversité et d'inclusion, et donc effectivement sur tous les enjeux qu'on trait au regard que les salariés français ont vis-à-vis de leur travail, ce qui évidemment depuis quelques années, et notamment depuis le Covid, est quelque chose qui intéresse beaucoup voilà, dans le débat public. Merci beaucoup Mathieu, je suis ravi que tu sois avec nous. Donc comment on a prévu de faire ce webinaire? Donc l'objectif c'est que ce soit très interactif. Moi je vais m'occuper de recueillir vos questions. Et puis vous ne le voyez pas, mais en bac, on a aussi Pauline et Myriam qui nous assistent dans la réalisation de ce webinaire. Merci à toutes les deux et qui peuvent également vont pouvoir me relayer les questions si jamais je ne les vois pas. Mais donc, l'objectif, c'est que vous puissiez nous poser les questions directement. On a pris un créneau d'une heure. On a une enquête qui est dense. Donc, l'objectif, c'est de parler des sujets les plus importants. On va aussi vous expliquer les prochaines étapes. Mais évidemment, on ne va pas pouvoir tout présenter. Et donc, on a une vision des résultats qui est beaucoup plus profonde que ce que l'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse se focaliser sur un point plutôt qu'un autre. Sans transition, mais écoutez, on va pouvoir démarrer. On va revoir ensemble d'où vient cette étude, pourquoi on l'a menée, quels sont ses objectifs. Mathieu et Clélia vont nous présenter notamment la méthodologie de l'étude, hein. Donc, la méthode va être présentée par Mathieu et Clélia, donc Mathieu Gallard de Ipsos et donc Clélia Sacatura, Cali Social et Psychologie du Travail. Et puis ensuite, on va travailler 4 items important aujourd'hui. On va commencer par l'état des Français, des salariés français en cette rentrée 2024, donc la santé, le bien-être, l'engagement au travail. On va enchaîner avec les attentes des salariés français et puis terminer sur un sujet qui nous est cher, la corrélation qu'il y a entre la qualité de vie et les conditions de travail et tous ces enjeux de santé, de bien-être, d'engagement, parce que c'est un des enjeux de cette étude, c'est de réussir à mettre de la data, mettre des chiffres pour voir si justement il y a un lien de cause à effet ou un lien de concordance entre ce que vivent les salariés et leur santé et leur engagement au travail. Alors,
les gens à qui je dis ça me disent ben, oui, on le sait déjà, mais c'est toujours très intéressant quand ces croyances sont confirmées par des chiffres et c'est une des ambitions de cette étude. Et puis on terminera avec les conclusions et puis les prochaines étapes parce que, comme je l'ai dit en introduction, l'étude est dense, on ne va pas tout présenter aujourd'hui, donc il y aura des petits frères et des petites sœurs à cette session d'aujourd'hui. Alors, on va favoriser l'interaction. Donc, je vous affiche un QR code que vous avez à l'écran. Vous avez un lien mybcast.com et le code 07 98 12. Ou alors, vous pouvez prendre votre smartphone et scanner directement ce QR code. Tout simplement qu'on a mis des questions, donc on va vous proposer de participer, justement pour que vous, en amont, quand vous partagez les résultats, vous puissiez donner votre avis faire votre estimation finalement des chiffres pour que ce soit encore plus interactif. Donc, voilà, vous avez le QR code qui est présent et on va rappeler dans le chat le lien et le code pour pouvoir se connecter. Contexte et objectif de l'étude. Alors, très simplement, la vision de Cali Social depuis le début, c'est que l'humain est la clé pour faire face aux enjeux auxquels les organisations sont confrontées. Quand moi j'ai démarré Cali Social il y a presque 16 ans maintenant, la logique était de dire si les organisations ne prennent pas soin de leurs collaborateurs, elles ne pourront pas faire face aux enjeux auxquels elles sont confrontées. Et la réalité est la même aujourd'hui, voire encore plus forte. Et il est absolument important face aux enjeux, c'est écrit là, hein, économiques, écologiques, géostratégiques et technologiques, que, eh bien, on est un collectif social qui soit en capacité eh bien, de faire preuve de résilience. Et ça passe par des aspects très, très humains. Et c'est c'est la phrase de Cali Social, l'humain est le futur, il faut en prendre soin, et c'est pour ça qu'on fait tout ça. 3 mots sur Cali Social, on est plus de 100 salariés aujourd'hui, on fait intervenir 900 personnes, on travaille dans près de 1000 organisations publiques et privées, et on fait plus de 100 000 interventions par an sur des enjeux de santé au travail, de qualité de vie au travail, donc c'est un métier qu'on connaît bien aujourd'hui, et voilà. Mais néanmoins, depuis le début et encore aujourd'hui, on doit faire face à un certain nombre de contraintes pour pouvoir faire vivre notre vision, convaincre les dirigeants. C'est pas encore, il y a une énorme progression et la Covid a été vertueuse à ce point-là, mais il y a encore beaucoup de dirigeants qui ont besoin d'éléments de rassurance pour se dire qu'effectivement, investir dans la qualité de vie et les conditions de travail de ses collaborateurs, c'est un enjeu business, c'est un enjeu économique pour faire face aux dangers auxquels les organisations et la société est confrontée. Le deuxième sujet qui est un grand défi aujourd'hui encore, c'est de savoir concrètement où et comment agir. Alors, on a beaucoup d'études sur comment améliorer la QVCT, mais typiquement, il y a une grande différence entre mettre un baby-foot au milieu des bureaux et améliorer l'ambiance de travail. Le baby-foot ne va pas forcément favoriser l'ambiance de travail. Et aujourd'hui, ces sujets, tout ce qui est ce qu'on appelle science molle, ben finalement, rendent complexe et réduisent la garantie, la certitude de l'action à mener. Savoir où et comment agir, c'est un élément qui est très, très présent. Les organisations qui ont envie de faire se demandent comment elles vont faire et très régulièrement, en fait, entre l'intention et la réalité de l'action, il y a un décalage qui est lié à l'incapacité à savoir faire, savoir agir concrètement pour améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des salariés. Et le dernier élément, c'est la capacité à mesurer les impacts. Aujourd'hui, l'économie fonctionne beaucoup par la mesure, hein. Je fais quelque chose, je mesure son efficacité, et si ça fonctionne, je continue ou j'accélère, et si ça ne fonctionne pas, je repense le système pour l'améliorer demain. C'est un bon modèle, et en matière de QVCT, c'est un sujet aussi qui fait défaut, la capacité à mesurer les résultats de notre action. Donc, au travers de cette étude, notre ambition a été d'apporter des réponses à tous ces éléments, convaincre des dirigeants avec des éléments de rassurance sur l'impact que ça a. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici, il y a beaucoup de DRH qui sont parmi nous, il y a aussi beaucoup de psychologues, d'acteurs de la QVCT. Et cet enjeu, tout le monde y est confronté, même en tant que dirigeant, parce que je porte aussi ma casquette de chef d'entreprise. J'ai besoin aussi de m'auto-convaincre et d'être sûr que c'est là qu'il faut agir. Les croyances, c'est bien, mais les chiffres garantissent la capacité de l'organisation à agir. Donc tout le monde vit ça.
Donc, c'est vraiment l'ambition, convaincre les dirigeants, savoir où et comment agir, vous allez voir pourquoi, et puis enfin, mesurer les impacts, parce qu'effectivement, quoi de plus vertueux quand on a déployé des grandes campagnes que d'avoir des indicateurs clés qui nous permettent de nous dire, ben, ce que j'ai fait a eu un impact extrêmement positif sur la santé des individus, leur bien-être et par voie de conséquence, le business. Donc, c'est les sujets qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Méthodologie de l'étude. Bon, pour pouvoir adresser l'ensemble de ces enjeux, on a travaillé donc 2 concerts. Donc, moi-même, Clélia et Mathieu, nous sommes présentés en introduction de ce webinaire avec une approche pluridisciplinaire. Moi, j'ai plutôt une casquette initiale en management et en économie. Clélia en psychologie du travail et Mathieu sur l'analyse sociale et politique. Justement, comment on mesure et on est sûr de ce que vivent et veulent les Français. Et donc, c'est ce collège qui a élaboré cette étude et on est très heureux d'être présent pour vous raconter ce qu'elle a apporté. Mathieu, est-ce que tu peux nous évoquer ce que tu as, ton étude, parce que c'est toi qui as piloté aussi l'interview? Tout à fait. Alors, on a mené une étude qui, voilà, dans sa conception est assez classique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé un échantillon représentatif de la population des salariés français. Grâce aux données publiques de l'INSEE, du ministère du Travail, on sait quelle est la structure de la population des salariés en termes de genre, en termes d'âge, en termes de secteur d'activité, etc. Donc, on a interrogé un échantillon qui collait parfaitement à la structure actuelle des salariés. On les a interrogés en ligne en novembre dernier. Ce qui fait la caractéristique de cette étude, c'est qu'on a interrogé un échantillon assez large de 3002 salariés, ce qui est plus large que la plupart des enquêtes qui sont réalisées habituellement sur ce type de cible, parce que l'idée derrière, c'était, comme tu l'as évoqué, Camille, ensuite de pouvoir faire des analyses qui concernaient certes l'ensemble des salariés, mais aussi qui pouvaient mesurer de manière extrêmement précise quel était l'état d'esprit vis-à-vis de ces questions de QVCT, que ce soit des salariés des différents secteurs d'activité. Alors certes, l'industrie, les services, mais on voulait aussi pouvoir aller beaucoup plus loin, savoir ce que pensaient les salariés de la banque, de l'assurance, du BTP, ce que pensaient aussi les salariés en fonction, certes, du secteur de l'entreprise dans laquelle ils évoluaient, mais aussi de leurs conditions de vie. Par exemple, quelle est la perception des personnes qui vivent qui constituent des familles monoparentales par rapport aux autres. Voilà, c'est toutes ces dimensions que nous permettent de prendre en compte le fait qu'on ait interrogé un échantillon aussi large, même si là, dans ce qu'on va vous présenter, on va rester sur les données d'ensemble auprès de l'ensemble des salariés français à ce stade. Et d'ailleurs, j'en profite, merci beaucoup Mathieu. J'en profite si jamais vous avez des sujets que vous souhaitez adresser particulièrement, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat, à nous dire, moi j'aimerais savoir justement, typiquement, c'est une exclue, mais on va bientôt sortir en mars, d'ailleurs la journée de la femme. C'est le moment aussi pour faire un focus sur la différence de vécu entre les femmes et les hommes au travail. C'est des choses qu'on peut faire. Mais si vous avez des secteurs que vous souhaitez voir adresser particulièrement, si vous avez des priorités, la différence de génération, etc., n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire parce qu'on peut comme ça ajuster notre ligne éditoriale et aller axer en priorité sur les sujets qui vous intéressent d'abord. Clélia, est-ce que tu peux nous parler de justement comment on a constitué ce diagnostic? Oui, bien sûr. Alors avant ça, on a d'ailleurs Soraya qui propose d'avoir l'angle fonction publique. Donc oui, bien évidemment, ça fait partie des secteurs qui ont été explorés dans l'étude. Donc cette étude, on l'a pensée à partir du concept de qualité de vie et de conditions de travail qui a été défini en 2013 pour la première fois dans le cadre de l'accord national interprofessionnel sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, et qui définit ce concept comme étant les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et aussi, surtout même, leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de leur travail, qui va donc déterminer la perception qu'ils ont de la qualité de vie au travail qui va en résulter. Donc ça, c'est la définition de ce concept et ça a conduit l'ensemble
de notre réflexion sur la construction de ce baromètre. Donc, la qualité de vie au travail et le concept de conditions de travail a pour finalité la santé, préserver et promouvoir même la santé des travailleurs, à la fois physique et mentale, mais aussi assurer et développer la performance globale des organisations. Donc, Camille, c'est ce que tu disais en introduction, c'est comment on peut rendre compte par ce concept du lien entre santé, épanouissement au travail et entreprises qui sont économiquement viables et financièrement en Et place. un point qui est important dans la QVCT, ce qui est bien clair sur toutes les études universitaires, c'est qu'on parle de perception de QVCT, que Oui. deux individus qui vivent les mêmes conditions de travail vont avoir une perception de QVCT C'est ça. différente. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est important de se focaliser non pas sur le baby-foot, mais de se focaliser sur comment les personnes perçoivent l'ambiance au sein de leur équipe et au sein de l'entreprise. Oui, et alors d'ailleurs, on a l'ANACT qui nous permet de penser justement ce que recouvre ce concept-là, et pour éviter ce type on appelle ça de happy washing, en corollaire du greenwashing, de pouvoir vraiment se concentrer sur des éléments centraux du travail. On va parler de contenu et d'organisation du travail. On va penser à comment on évolue les compétences, la carrière, l'utilisation de ces compétences au quotidien. Ça renvoie également ce concept à l'égalité professionnelle pour tous. Alors, tu parlais de la journée pour le droit des femmes. Il y a bien évidemment tout ce qui tourne autour aussi de l'inclusion, des comportements inappropriés au travail. Enfin, voilà, comment on intègre ça dans ce concept. Le management participatif, donc la place de la coopération dans les collectifs de direction et les conseils administratifs. Ça renvoie à cette question-là, les relations au travail. Donc là, on est vraiment sur l'idée de lien entre les salariés au travail, l'ambiance, le soutien et le lien managérial et la santé au travail, la sécurité au travail. Donc ça recouvre ces 6 concepts selon l'ANACT. Et donc, on l'a fait en étudiant aussi l'état des Français, enfin l'état des salariés français sur 4 dimensions. Ça, c'est la particularité de notre baromètre, c'est de pouvoir mettre en lien ces 6 dimensions de la QVCT avec des notions qui nous semblaient centrales chez Cali Social, donc la santé mentale évidemment, le bien-être, donc ce qu'on a défini par l'intermédiaire d'une échelle, l'échelle de Dinner. Et donc, le psychiatre en question qui a conçu cette échelle qui mesure la satisfaction de vie globale d'un individu. Donc, santé mentale, santé en général, bien-être et engagement. Donc, dans quelle mesure on est engagé dans son travail et bien sûr, la performance. Est-ce qu'on est une entreprise en repli? En croissance, en transformation ou en difficulté. Merci beaucoup, Clélia. Eh bien, écoutez, sans transition, parce que j'imagine que vous êtes impatient d'avoir les résultats, on va passer sur les résultats de l'étude. Et d'ailleurs, je crois, Clélia, que c'est toi qui démarre. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, je vois qu'on nous a inséré un rappel des connexions parce que on a analysé l'engagement des Français et on va commencer avec une première question pour ceux qui sont connectés. Alors, je reprojette le QR code pour ceux qui veulent se connecter. Et donc, ceux qui ont utilisé leur téléphone, vous avez, il ne faut pas que je me mette en trop grand, vous avez la possibilité de répondre à la question que l'on a posée. Et la question que l'on a posée, je vois que ça commence à répondre, à partir du Net Promoter Score, qui mesure l'engagement. Quelle est la proportion de Français engagés au travail en 2023, à votre avis? C'est 12%, 25% ou 53% la proportion de Français engagés au travail en 2023. Engagés au travail, donc des salariés qui sont engagés au travail. On vous laisse répondre. En sachant que nous, on a donc ce baromètre qui nous permet de mesurer cette donnée-là. Et alors, vous êtes majoritairement en faveur du 53%. Et alors, bon, on est plutôt sur la 3e réponse, en fait. Hein. Donc, on a… Je termine, voilà. C'est bon, j'ai arrêté les compteurs, mais tu venais de le donner, donc voilà, on a eu
On a eu une quarantaine de participants Oui. et on a eu 2 personnes qui ont mis 12%. Oui, Et c'est la réponse. malheureusement, c'est la bonne réponse. Mm. On n'a que 12%, c'est ça? C'est ça, on a 12% de salariés engagés dans le baromètre qualité social Ipsos. Donc, on voit ici que le Net Promoter Score permet d'identifier les salariés engagés, les salariés désengagés et les salariés passifs. Donc, notre étude met en avant que l'engagement des Français est quand même assez faible. On a une majorité de salariés passifs ou désengagés au travail. Alors, l'enquête de début d'année 2023 chez Gallup montre même un désengagement à 7%. Donc, voilà, c'est en corollaire de notre À étude. 7%, pardon, j'ai pas compris. De salariés Engagés? engagés. D'accord. Ouais. Parce que, alors, Gallup, institut américain, qui Oui. utilise également cette échelle. C'est la pour, State of Global voilà. Workplace. Exactement. Voilà. Qui étudie, qui fait l'état du travail chaque année. Et donc, l'édition 2023 a mesuré également cet indicateur et on est sur 7% en Europe. Les salariés français. Français, d'accord. Donc nous, Les salariés français qui figurent parmi les moins engagés en Europe avec seulement 7% d'employés engagés au et travail. eux, ils l'ont fait début 2023, on l'a fait fin 2023. Donc la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on peut dire qu'on est passé de 7% à 12%. Voilà. OK, il y a quand même une bonne nouvelle. Reste tout de même qu'on a un niveau d'engagement qui est très faible. Qui est très faible, oui. Alors, on continue avec les questions. Alors, on a des questions aussi. Ah oui, je ne sais pas. Donc, c'est le Net Promoter Score. Donc, c'est une échelle qui va jusque 10 et qui permet de questionner les salariés sur à quel point ils recommandent l'endroit où ils travaillent comme un endroit où il fait bon travailler. En fait, c'est la capacité, plutôt que de demander à un salarié s'il est engagé ou pas, Oui. qui est un biais, en fait, la question est un biais. On demande au salarié à quel point il est prêt à recommander son employeur à ses proches. Oui. Et donc, c'est assez violent, hein. C'est comme quand vous allez au restaurant. Si on vous demande est-ce que vous étiez satisfait du dîner, même si vous n'êtes pas vraiment satisfait, vous allez dire oui parce que c'est plus facile. En revanche, si on vous demande à quel point vous êtes prêt à recommander ce restaurant à vos proches, vous allez être plus timoré, vous allez dire oui, oui, 6 sur 10. Sauf que 6 sur 10 dans cette échelle, ça veut dire que vous êtes détracteur, vous êtes désengagé. Les salariés engagés, activement engagés, c'est les salariés qui vont répondre. Donc, c'est la même question hein, sur une échelle de 0 à 10, à quel point seriez-vous prêt à recommander votre employeur à vos proches? Et on va relever ceux qui répondent 9, 10. Et donc, ce sont ceux qui disent oui, oui, je vais le faire et qui vont le faire. Et c'est eux qui nous intéressent et ce sont eux les salariés activement engagés. Exactement. Ceux qui répondent 7 et 8, on les considère passifs. C'est bien, mais sans plus. Et ceux qui répondent 6 ou moins, ils sont détracteurs, c'est-à-dire ils sont désengagés et ils vont plutôt parler mal de leur employeur si jamais on leur pose la question. Et donc, c'est pour ça que cette échelle est très utilisée pour piloter l'engagement et les résultats sont très mauvais en cette rentrée. Alors, je vous propose de passer à un autre sujet que l'on a mesuré, donc qui est majeur pour nous, c'est la santé mentale. Donc, selon vous, quel est le pourcentage de Français qui ne se considèrent pas en bonne santé mentale au moment de l'étude? Alors, j'ai réaffiché le QR code et je laisse les réponses se rendre. Voilà, on voit qu'en direct, on a beaucoup de participants. Et puis, vous avez toujours en haut le lien my.bicast.com, code session 07 98 12 si vous souhaitez participer. Et je vois qu'on est déjà à un volume assez conséquent, parce qu'on a déjà 45 réponses. Est-ce que tu peux partager la bonne réponse, Clélia? Oui. On a une majorité de répondants qui qui ont trouvé la réponse. C'est la première, donc c'est 46% de salariés français qui ne se considèrent, qui ne se considèrent pas en bonne santé mentale. Et donc, vous voyez que le 10%, c'est justement la proportion de salariés français qui se considèrent en très bonne santé mentale, 10% seulement, et 27%, c'est ni bon ni mauvais. Donc, si on prend en compte les salariés qui se situent
qui s'évalue comme ayant une très mauvaise santé mentale, une plutôt mauvaise santé mentale, ni bonne ni mauvaise, on arrive à 46%. Donc c'est un Français sur deux qui estime finalement que sa santé mentale, elle n'est pas géniale, quoi. Hein. Et le dernier item. Oui, donc engagement, santé mentale, et cette fois l'échelle donc de Dinner, j'ai vu qu'il y avait la question tout à l'heure. Donc je répète l'échelle qui mesure le sentiment de bien-être général, la satisfaction de vie globale, hein, donc personnelle, professionnelle, là c'est vraiment un sentiment global de vie. Est-ce qu'on est satisfait du déroulement de notre vie? C'est ce qu'elle mesure, cette échelle. Donc, selon vous, quelle est la proportion pareille de Français qui ne se considèrent pas satisfaits de leur vie en général? À votre avis, est-ce que c'est 37, 62 ou 10? Et alors, j'atteins mes 40 questions, donc je vais arrêter là, je vais dévoiler les résultats. On est proche, hein, entre la 62 ou 37, mais c'est bien 62. Donc, on est quand même là sur 2 Français sur 3 qui se considèrent pas satisfaits de leur vie. Donc, on est sur très satisfait, on a 20%. Donc, globalement, sur ces 3 dimensions, on a des résultats qui sont... on ne peut pas être très enthousiaste hein, quand on voit l'état de l'engagement au travail, l'état de la santé mentale et l'état de satisfaction de vie en général des Français. On voit que c'est un sujet qui est politique encore et on peut améliorer. Et est-ce que... Alors, les chiffres sont mauvais. Partout, on entend dire que les Français se plaignent en permanence. Est-ce que c'est parce que ce sont des Français qui répondent et qu'ils ont pour habitude de se plaindre? Ou est-ce que finalement, il y a une logique derrière tout ça? Est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que tu as une analyse sur ce point-là? L'idée de se plaindre, du salarié qui se plaint, ça s'appelle un stéréotype. Donc, il faut combattre les stéréotypes. Et puis, le français, quand bien même, il pourrait avoir une proportion à se plaindre plus forte que d'autres. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas l'écouter et aller regarder réellement ce qu'il vit? Est-ce qu'on doit nier finalement ce ressenti-là sous le principe que c'est un stéréotype et qu'il se plaint? Non. Au contraire, il faut être à l'écoute du ressenti de tous les salariés français. Et on est quand même là sur une enquête, on l'a vu avec Mathieu, c'est 3000 salariés. Alors, est-ce qu'on peut se dire qu'on est face à une plainte ou est-ce qu'il faut écouter cette plainte et se dire qu'est-ce qu'on en fait? Ok. Donc ça, et je rappelle aussi que les études que tu as sélectionnées sont des échelles qui sont validées scientifiquement. Oui. Et que donc, les universitaires ont démontré la corrélation qu'il y avait entre ces études et la réalité du terrain. Donc, on n'est pas sur le registre de la plainte. Non. Et moi, ce que tu dis... Même si on est sur un ressenti. On est sur un ressenti. Mais moi, ce que je vois aussi dans ces chiffres-là, c'est que, pour mémoire, on est en 2024, on a eu 4 années très, très difficiles, hein, entre d'abord la Covid, ensuite la guerre en Ukraine, la meilleure compréhension du défi climatique auquel on est tous confrontés, et le bouleversement de l'économie, qui sont tous ces éléments-là sont des facteurs qui viennent dégrader la vie en général. Les Français voient leur niveau de vie s'appauvrir de jour en jour. On a eu encore, il y a quelques jours, les négociations avec les agriculteurs qui, concrètement, disent chaque année que leur niveau de vie est inférieur à l'année précédente. Et donc, ça se manifeste dans ces chiffres. Oui. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose juste sur l'idée selon laquelle les Français, effectivement, seraient particulièrement à la fois râleurs, pessimistes, déprimés, etc. C'est quelque chose, c'est vrai qu'on entend tout le temps, notamment quand on fait des études internationales qui permettent de comparer la situation en France. Et c'est vrai sur le rapport au travail, mais c'est vrai aussi sur le rapport à sa vie, sur le rapport à son pays, à l'avenir, etc. Après, c'est déjà pas forcément vrai. Hein. Enfin, voilà, il y a en tout cas
des pays, et notamment des pays voisins, par exemple l'Italie, l'Espagne, dans lesquels la situation elle est souvent sur plein de dimensions extrêmement proches. Et après, ce qui est intéressant, en fait, ce qui est important, il me semble, dès qu'on a ce genre de situation, c'est de comprendre si c'est vraiment juste du ressort psychologique. Les Français sont comme ça, mais bon, on ne voit pas vraiment de raison pour laquelle les Français sont comme ça, ou s'il y a des raisons factuelles qui expliquent, bah, dans le cas de l'entreprise, est-ce qu'effectivement, il y a des organisations d'entreprise, enfin, des éléments qui expliqueraient cette différence. Et c'est évidemment ça qui est intéressant. Parce qu'en rester à l'idée selon laquelle les Français, effectivement, seraient râleurs, bah, c'est pas, enfin, on va pas très loin, en fait, si on en reste là. Donc c'est parfois une réalité, mais l'idée, c'est de comprendre pourquoi, en fait. Bah, merci, tu me fais une superbe transition sur la suite parce que effectivement, c'est un de nos enjeux nous, dans cette étude que de comprendre ce qu'il y a derrière et d'arrêter les idées reçues et le français se plaint et donc il faut accepter la situation telle qu'elle est et plutôt rentrer sur où et comment travailler pour améliorer Oui. tous ces résultats. Une dernière information avant de laisser la main à Mathieu justement sur ces aspects-là, les attentes. Vous voyez à l'écran un niveau de détail qui va vous informer sur la santé. Donc, on a questionné les salariés sur plusieurs aspects de leur rapport à leur santé. Donc, il y a à la fois la façon dont ils estiment être satisfaits des relations sociales, leur alimentation, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, la santé physique d'un côté, mentale, le vécu de charge de travail, le sommeil, le sport, le stress. Donc, ça, c'est aussi important de voir que notre étude, elle va granulariser finalement sur les différentes dimensions qui peuvent composer la santé. Je donne la main à Mathieu et justement ce qui est très riche dans notre étude et ce qu'on va montrer et vous partager là, c'est que au-delà de cette image d'état un peu dégradée de l'engagement de la santé et du bien-être des Français, on va voir, et c'est ça ce qui est la richesse de l'étude, c'est qu'on va voir que ce n'est pas le cas pour tout. C'est-à-dire que selon les conditions de travail, on a justement des salariés satisfaits, engagés et dans un état de bien-être. Donc, on vient finalement complètement débunker ce stéréotype du salarié qui se plaint. Parce que finalement, dans l'étude, on verrait sinon que, quelles que soient les conditions de travail, le français est désengagé. Et c'est pas vrai. On vient prouver le contraire. Et un point qui est intéressant dans le slide que tu présentes, c'est que je vois que globalement, il y a une forte corrélation. Et Mathieu, est-ce que tu confirmes ou infirmes? Est-ce qu'il y a une corrélation entre la santé physique et la santé mentale? Parce qu'il y a aussi ce débat qui existe en France entre la santé physique et la santé mentale, ou le fait qu'il n'y ait qu'une seule et unique santé en général. Et là, je vois que les chiffres sont un peu les mêmes, mais est-ce que c'est les mêmes personnes qui, globalement, ont la même perception de leur santé physique et de leur santé mentale? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Ouais. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est les mêmes chiffres. On a 53% de Français, enfin de salariés qui sont satisfaits de leur état de santé physique, 53% qui sont satisfaits de leur état de santé mentale. Donc, spontanément, on se dit effectivement, c'est les mêmes. C'est en partie les mêmes seulement. Mais c'est le cas pour une bonne partie d'entre eux parce qu'on voit que sur ces 53, on a fait le calcul. Il y en a 39% seulement, 39% des salariés qui disent être à la fois en bonne santé physique et mentale. Donc, ça veut dire que vous avez 6 salariés sur 10 qui sont soit pas en bonne santé physique, soit pas en bonne santé mentale, soit qui n'ont aucun des deux. Donc, c'est vraiment énorme. Il y a vraiment une difficulté sur ce sujet, quoi. Et un enjeu de société à y apporter une réponse. Justement, je crois que c'est le moment où tu prends la parole, Mathieu, pour nous parler de la priorité des Français. Tu avais prévu une question aussi pour nos participants. Quelle est la proportion de Français qui sont satisfaits de la place donnée aux salariés par la direction au sein de leur organisation, et écrit de leur entreprise, mais c'est de leur organisation, parce qu'on a interviewé un échantillon représentatif des salariés et des agents de la fonction publique. Donc, c'est représentatif de tous les employés en France, et non salariés, très exactement. Et donc, Tout à fait. Donc là, on s'est effectivement intéressé aux différentes dimensions de la QVCT, et dedans, il y a effectivement l'importance qui est donnée par les employeurs aux salariés. Est-ce qu'on leur donne une place qui est jugée suffisante? Et donc, on va voir si effectivement vous avez le bon regard sur ce sujet.
On dirait que oui. On dirait que oui. C'est ça, tu confirmes, 52%, Tout à c'était la bonne fait. réponse. Donc, effectivement, on a seulement 52% des salariés qui nous disent qu'ils sont satisfaits de la place qui est donnée aux salariés par la direction. C'est le sujet, vous le voyez, là, on a plusieurs items donc, qui regroupent un peu toutes les dimensions de la QVCT et c'est le sujet sur lequel les salariés sont les moins satisfaits. Si on prend dans l'autre sens, on en a 48% qui sont mécontents sur ce sujet, donc presque 1 sur 2. L'autre enjeu sur lequel il y a une vraie difficulté, c'est l'utilisation et le développement des compétences et le parcours professionnel. Sur ce sujet, on a 41% des salariés français qui ne sont pas satisfaits de la situation dans leur entreprise, dans leur organisation quand ils sont dans le secteur public. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que même si on va tout en bas de l'échelle, donc sur les éléments sur lesquels c'est quand même plus positif, on est sur des chiffres qui sont pas négligeables. Et par exemple, je prends un élément qui est évidemment absolument central, c'est l'avant-dernier, la santé et la sécurité au travail. Sur ce sujet, on a seulement 29% des salariés qui ne sont pas satisfaits. Mais si vous n'êtes même pas satisfait de la prise en compte par votre organisation des dimensions de sécurité et de santé, c'est évidemment une problématique majeure. Et là, si on rentre un peu dans le détail, on voit par exemple que sur cette dimension de santé, de sécurité au travail, ça va davantage être les salariés qui sont ouvriers, notamment, qui sont mécontents sur cette dimension. Donc, tous ceux qui, effectivement, font peut-être des tâches qui sont plus dangereuses au quotidien. Ce qu'on voit, par contre, c'est que sur les dimensions de la place qui est donnée aux salariés par la direction, ceux qui vont être les plus mécontents, ça ne joue pas en fait sur des questions de type d'emploi ou même de secteur d'activité, ça joue avant tout sur des dimensions d'ancienneté. C'est beaucoup plus, par exemple, les personnes qui sont dans leur entreprise depuis 10 ans, depuis 20 ans qui vont être mécontents, alors que ceux qui y sont seulement depuis quelques années sont globalement beaucoup plus satisfaits. Donc en gros, là, vous voyez que même si c'est très différent sur les différentes dimensions de la QVCT, il y a quoi qu'il arrive une partie pas négligeable des salariés qui sont mécontents. Donc, il y a du travail à faire selon les secteurs, selon le type de salarié, dans toutes ces dimensions. Tu as donné une information, tu as dit, quand on regarde ceux qui viennent d'arriver dans leur entreprise ou leur organisation versus ceux qui y sont depuis longtemps, on constate quand même que plus on reste dans la même organisation, plus l'insatisfaction grandit. C'est ce que j'ai entendu. Ça, c'est les éléments que tu as vus aussi au travers de l'étude. Ouais, ça, on le voit dans l'étude. On ne le voit pas sur toutes les dimensions qu'on a testées, mais notamment sur toutes les dimensions. Alors, évidemment, d'engagement de manière générale, mais aussi de rapport vis-à-vis de la direction de son entreprise. Là, plus on est dans une entreprise depuis effectivement des années et des années, voire des décennies, plus ça devient compliqué, plus on a un regard qui est sceptique vis-à-vis de la direction, vis-à-vis des efforts qu'elle peut faire vis-à-vis de ses salariés, alors qu'effectivement, les salariés qui sont là depuis peu de temps restent beaucoup plus positifs, notamment sur toutes ces dimensions de place donnée, d'engagement, de développement, etc. Ouais. Si ça vous intéresse d'avoir une analyse détaillée en fonction des générations, parce que j'avais aussi fait une étude sur la génération Z, qui effectivement est plus heureuse, plus satisfaite au travail. Alors, on en parle beaucoup de cette génération Z, de la génération désengagée, qui finalement est plus heureuse. C'est très intéressant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire pour que on mette ça en priorité dans les études sur lesquelles communiquer et communiquer les résultats, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde de savoir finalement quelles relations il faut entretenir avec son travail. Les générations Z, pardon, même si elles sont décriées, ont des choses très intéressantes à nous apporter sur le rapport qu'ils entretiennent avec le travail. Je te rends la parole. Ensuite, donc, on avait... Oui, c'est bon. Ensuite, on avait donc, on voit effectivement que les salariés sont plus ou moins satisfaits des différentes dimensions, des différents aspects de la QVCT. En revanche, ils nous disent tous que c'est un enjeu extrêmement important. Vous voyez là, il y en a 88% qui nous disent que pour les employeurs, ça doit être soit un enjeu prioritaire, et là, ils sont 54% à le dire, c'est énorme, soit un enjeu important mais peu prioritaire, 34%, donc 88% au total. Et puis, ils nous disent aussi que ça doit l'être pour les pouvoirs publics, un petit peu moins, 80%, et ils sont moins enclins à dire que ça doit être un enjeu prioritaire. Mais on est quand même, quoi qu'il arrive,
sur des données qui sont extrêmement importantes. Donc, on voit que toutes les parties prenantes, que ce soit les entreprises, les pouvoirs publics, doivent évidemment s'engager sur ce sujet aux yeux des salariés. De ce point de vue-là, il n'y a aucun débat chez les salariés français. Et si on passe à la suite, sauf si oui. Je voyais aussi dans d'autres études que la priorité des salariés vis-à-vis du travail, par rapport au salaire qui reste dans tous les sondages que j'ai pu lire, systématiquement la première priorité des salariés, pas qu'en France, partout dans le monde, mais qu'on est sur entre 55 et 60%. Là, avec 54%, on est à peu près à un niveau qui est similaire au salaire. C'est-à-dire que les gens mettent la qualité de vie et les conditions de travail presque au même niveau que le salaire dans le choix d'un travail. Moi, c'est ce que j'interprète dans cette slide. Ouais, effectivement, on sait que le salaire, c'est quoi qu'il arrive, absolument fondamental aux yeux des salariés. On peut le comprendre quelque part. Mais effectivement, là, on voit à quel point cet aspect QVCT, alors qu'il groupe plein de sous-catégories. On va voir un petit peu ensuite quelles sont aux yeux des salariés les plus importantes. C'est effectivement une autre dimension extrêmement importante. Et pour un employeur qui peut-être a des difficultés à recruter ou à conserver ses salariés en poste, bah, on voit à quel point c'est un levier essentiel et majeur s'il ne peut pas forcément faire d'efforts en matière salariale dans une période qui est difficile. Tout à fait. Merci, Mathieu. Ah oui, et donc tu posais une prochaine question, tu viens de l'ouvrir. Exactement. Et donc la deuxième question, bon, bah, on voit que la QVCT, c'est extrêmement important, mais est-ce que pour autant les salariés français pensent que les employeurs prennent vraiment en compte ces questions? Donc, quel est le pourcentage qui, selon vous, le pense? Donc, on est soit 36%, soit 48%, soit 57%. Donc, a priori, déjà, voilà, il va y avoir un différentiel, mais dans quelle mesure est-ce que vous l'évaluez? C'est ce qu'on va voir. Alors, eh bien, écoute, je vais clôturer. Désolé pour ceux qui étaient en train de répondre. Bah, tout à fait. Donc, on voit que c'est extrêmement partagé. On a 48% des salariés français qui pensent que les employeurs prennent vraiment en compte ces questions de QVCT. Donc, 1 sur 2. Si on passe à la slide suivante qui l'illustre, je pense, on va le voir. Donc, vous le voyez là, 48%, seulement 10% qui pensent que c'est tout à fait le cas. Donc là, on voit quand même que en termes de granularité et vraiment de sentiment que c'est vraiment un enjeu important pour les employeurs, c'est quand même pas très fort, hein. 10%, il y a quand même, on voit qu'il y a du travail à faire. Au contraire, si on regarde le parallèle, vous en avez 15%, donc quand même un peu plus, qui pensent que ça n'est pas du tout pris en compte par les employeurs. Donc on voit que vraiment, alors que c'est important, voire prioritaire pour 88%, vous avez quasiment seulement la moitié qui pense que c'est vraiment pris en compte. Et puis pour le gouvernement, bah, le constat, il est quelque part encore pire, puisqu'on a seulement un tiers de Français qui pensent que le gouvernement est vraiment engagé sur cette dimension. Alors, on va dire, c'est vrai que le gouvernement, il a d'autres aspects à prendre en compte, mais malgré tout, c'est extrêmement important. Donc là encore, c'est vraiment un enjeu à la fois du côté employeur et du côté pouvoir public. Après, pour regarder la bouteille à moitié pleine, on n'a jamais eu des statistiques aussi élevées. C'est-à-dire le score est encore très inférieur au niveau de priorité, la vision prioritaire des salariés français, mais on n'a jamais eu aussi un score aussi important. Près d'un salarié sur deux considère que c'est un sujet plutôt important, voire prioritaire chez son employeur, même si le score est encore, je dirais, négatif. Il n'a jamais été aussi bon, parce que je pense à toutes les études qu'on a eues sur les 15 dernières années. Il y a 15 ans, quand j'ai démarré, j'avais moins de 10% à des questions similaires de réponses positives. Ouais, bah on voit que les choses évoluent sur le sujet. Et c'est vrai que quelque part, tu as raison, hein, on peut prendre ces chiffres de manière plus positive que ce que j'ai fait. De toute façon, voilà, des chiffres, ça s'interprète toujours. Mais c'est vrai que rien que bah, voilà, le petit sondage auquel vous avez répondu, et je crois que la majorité, une assez nette majorité, pensait que ce chiffre allait être seulement de 36%, ça montre que néanmoins, les choses évoluent quand même un petit peu, même s'il y a encore du travail à faire. Et donc voilà, une fois qu'on a fait ce constat général, la question maintenant, c'est quoi les leviers principaux sur lesquels agir? Donc, on a testé plusieurs dimensions de la QVCT. La question qu'on vous pose là, c'est aux yeux des salariés, c'est quoi les 2 thèmes les plus importants en matière de QVCT? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on a la question du confort, on a la question des relations au travail, de l'ambiance, la question de la sécurité et de la santé au travail et la question de l'égalité professionnelle pour tous. Donc, on va voir si voilà, vous êtes bien raccord vis-à-vis des salariés français.
Et alors, j'allais dire, personne ne sélectionne le confort au travail comme thème prioritaire en matière de QVCT. Mais si, on a eu 2 réponses. Alors, j'arrête les résultats et je te laisse Eh commenter. ben, bravo, bonne réponse. Bonne réponse pour les participants, puisque les deux dimensions les plus importantes aux yeux des Français, des salariés français, pardon, c'est effectivement avant tout, alors ça n'est c'est en tout cas les deux, c'est les relations au travail et effectivement l'ambiance dans le cadre du travail, et c'est la question de la santé et de la sécurité. En revanche, elles sont un petit peu inversées par rapport à ce que vous pensiez. La santé et la sécurité, c'est la principale dimension des salariés. Il y a 27% des salariés qui la citent en premier. C'est vraiment pour eux l'aspect le plus fondamental. Il y en a 22% qui citent effectivement toutes les dimensions qui vont être liées à aux relations au travail, donc ambiance de travail, tout ce qui va être l'information fournie par l'entreprise, l'organisation, les réunions, les temps et les lieux conviviaux, etc. Donc, c'est, quoi qu'il arrive, les deux leviers principaux sur lesquels les entreprises, les organisations peuvent agir pour améliorer le sentiment des salariés vis-à-vis de la QVCT chez eux. Mais il y a aussi d'autres leviers. On voit que tout ce qui va être organisation du travail, tâches au quotidien, c'est quand même important. C'est cité en premier par 14% des salariés et au total par 48%. Ça arrive en troisième assez nettement. Et puis, vous avez d'autres dimensions qui sont quand même plus secondaires, mais qui, et ça, c'est la richesse de l'étude qu'on a menée, on peut regarder effectivement dans le détail des différentes catégories de salariés. Effectivement, on disait par genre, par âge, par situation familiale, par secteur d'activité. Vous avez des catégories de salariés dans lesquelles ces leviers, ces dimensions plus secondaires au global sont quand même importantes. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a des dimensions qui sont principales, mais sans doute aucune n'est de toute façon à négliger quand une entreprise, une organisation cherche à améliorer la situation et l'engagement de ses salariés. Ouais, et après, il y a quand même, on sort d'un Covid, on est dans un télétravail, alors pas dans tous les métiers, je le rappelle, hein, mais le télétravail quand même s'est installé. On a les relations au travail, l'ambiance au travail qui arrive numéro un, donc aussi c'est important, je pense, de garder en tête que il y a beaucoup de questions en ce moment sur faut-il mettre un maximum de télétravail, quel est le bon équilibre, et cette étude nous montre que on peut faire du télétravail, mais tant que ça ne se fait pas aux dépens des relations au travail. Et le dernier élément que je vois qui arrive en numéro un, la santé et la sécurité, c'est-à-dire que les salariés cherchent des entreprises dans lesquelles ils vont être en bonne santé. Ça, c'est nouveau aussi. On n'a jamais vu, la santé, ça a toujours été comme une sorte de garantie, une certitude évidente. Et là, on sort de 4 ans où on a vu la santé se dégrader avec la Covid, hein, la santé mentale. On a beaucoup d'études, notamment de Santé publique France, qui ont montré que effectivement, la part des Français en mauvaise santé augmentait et ça arrive comme priorité des salariés français. C'est quand même des choses pour 2024 très enrichissant parce que ça veut dire que quand on prend la parole, si on veut globalement intéresser le plus grand nombre, eh ben, il faut parler de 2 sujets, c'est la santé au travail, la santé et la sécurité au travail et les relations et l'ambiance avec les équipes. C'est les 2 sujets qui intéressent le plus de monde. Je trouve ça très, très enrichissant. Euh, Ah oui, et après, c'est ma partie, en fait, Tout à Mathieu. fait. OK. Parce que donc tout ça, c'était merci Mathieu, merci Clélia. Donc on a regardé l'état des Français, on a regardé leurs priorités et moi, la dernière étude, c'était ce qu'on a regardé, c'était à savoir à quel point les 2 étaient liés et donc on a étudié l'impact de la QVCT. Alors d'abord sur la santé et le bonheur et j'ai une question pour vous. Hop. Elle est là. Quel est l'impact de la QVCT sur la santé en moyenne? Globalement, on a comparé les entreprises dans lesquelles il y avait un petit peu de QVCT avec celles dans lesquelles il n'y avait pas beaucoup de QVCT. On a éliminé les extrêmes, hein, les pas du tout et les totalement parce que les chiffres étaient trop important et puis on voulait aussi faire une étude qui est réaliste, hein. On veut impulser, donner envie aux organisations d'agir et donc l'objectif, hein, un objectif, pour qu'il soit, positif, c'est qu'il soit atteignable et donc on a pris des dimensions atteignables, les organisations avec pas beaucoup de QVCT versus celles où il y avait un petit peu de QVCT et on a comparé, et bien, le nombre de salariés en moyenne, le taux de salariés en bonne santé qu'il y avait entre les 2 et je vois que vous avez terminé de répondre, eh bien, c'était plus 66% de salariés en bonne santé dans les organisations dans lesquelles on a un petit peu de QVCT. Alors, le plus 90% est vrai, mais là, ce sont celles dans lesquelles il y a beaucoup de QVCT.
Donc ça, c'est plutôt l'objectif, plus 90%, c'est l'objectif qu'on doit atteindre, ou dans les organisations dans lesquelles la QVCT est très présente, on a 71% de salariés en bonne santé, alors que celles où la QVCT est limitée, on n'a que 37% de salariés en bonne santé. Et celles où il y a un peu de QVCT, 61%. Le 61%, il est atteignable. Le 71%, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, il faut le garder en tête, c'est bien de l'avoir. Mais en tout cas, on constate qu'il y a une corrélation directe entre les deux. Et, c'est très riche. Et on a étudié quelles étaient les dimensions sur lesquelles on avait le plus d'impact, parce que Clélia l'évoquait tout à l'heure, on a 6 grandes familles, et puis euh, Mathieu les présentait, mais on a des items sous chacune des grandes familles, et donc on a été regarder lesquels avaient, chaque item a été évalué. Et en fait, ceux qui agissent le plus sur la santé au travail, eh bien, c'est la qualité des relations au travail avec ses collègues. Donc tout à l'heure, on voyait les relations humaines. Il y a un impact, les relations au travail ont un impact déterminant sur la santé. Les gens qui ont plutôt de bonnes relations avec leurs collègues, on a 2 fois plus, donc plus 104% de salariés en bonne santé en plus de 2 fois plus de salariés en bonne santé quand ils s'entendent bien avec leurs collègues. Et on a aussi le sentiment de sécurité physique et mentale. Donc le sentiment de sécurité, c'est mon employeur prend soin de ma santé. Évidemment, eh bien, quand le salarié a le sentiment que son employeur prend soin de sa santé, ben, on constate aussi dans ces entreprises-là qu'il y a 2 fois plus de salariés en bonne santé que dans celles où il n'y a pas cette considération. Et le dernier point, c'est la charge de travail, l'autonomie au travail, la charge équilibrée. Quand le salarié a une charge de travail équilibrée, eh bien, sa santé, on n'est que mieux. On a presque 2 fois plus de salariés en bonne santé. On a regardé sur le bien-être, je ne vais pas forcément vous poser la question, je vous donne les résultats tout de suite. Donc, l'échelle de bien-être de Diener, hein. Et même chose, on a des résultats qui sont assez corrélés, mais qui sont limite plus importants. Donc, ça a un impact, la QVCT, la qualité de vie et conditions de travail, a un très fort impact sur la santé au travail des collaborateurs. Mais sur le bien-être, c'est encore plus présent. On a un salarié qui vit qui est dans une organisation avec une qualité de vie et des conditions de travail, on a 43% de salariés qui sont heureux en général dans leur vie. Et voir, quand on a un niveau assez élevé de QVCT, 55% des gens qui sont dans la catégorie des gens heureux selon l'échelle de Diener. Et donc l'incidence du travail sur le bien-être en général est déterminant et encore plus fort que sur la santé. Et c'est intéressant de le voir. Et c'est la raison aussi pour laquelle c'est un sujet du gouvernement. Avoir une société dans laquelle les gens sont heureux, c'est déterminant pour la réussite d'une collectivité, d'une société qui doit se développer de manière épanouie. Et donc, ce n'est pas seulement un enjeu des employeurs, c'est aussi un enjeu du gouvernement de favoriser ces éléments-là pour favoriser le bien-être. Alors, le bien-être, il est aussi déterminé par la qualité des relations avec les collègues. Plus 117% de gens heureux quand ils ont une bonne relation avec leurs collègues. Donc, choisissez vos collègues. Euh, En tout cas, si vous avez des mauvaises relations avec vos collègues, eh ben, ces statistiques-là montrent que il ne faut pas hésiter à changer de collègue, parce que ça a une incidence tellement forte sur le bien-être et la santé que globalement, ce n'est pas négociable. Et puis, ce n'est pas exactement les mêmes items. On a la variété des tâches, l'usage des compétences. Est-ce que je suis utile? Est-ce que je me sens impliqué totalement dans mon travail? L'équilibre de charge et l'autonomie sont encore présents. Et puis, le dernier item, je disais, choisissez vos collègues, mais surtout choisissez votre manager. Eh bien oui, votre manager, le manager a une incidence très très forte sur le bien-être, au point où les gens qui ont de bonnes relations avec dans les gens qui ont de bonnes relations avec leur manager, on a 2 fois plus de gens heureux que dans ceux qui n'ont pas de bonnes relations avec leur manager. Donc c'est pas seulement une contrainte, c'est un enjeu de bien-être que de s'entendre avec son manager. Et donc ça, c'était pour l'aspect santé et bien-être, mais on a aussi étudié, ça va être la fin de notre session aujourd'hui, l'impact de la QVCT sur l'engagement des salariés et la performance des organisations. Et là, je vous donne des chiffres, voilà. Fois 4,6. En fait, quand on regarde les entreprises dans lesquelles il y a une QVCT limitée, donc peu de QVCT, on a seulement 4%. Pour rappel, c'était 12% à la part des salariés français engagés. Si on regarde seulement les organisations dans lesquelles la QVCT est limitée, c'est 4% des salariés qui sont engagés. Si on regarde avec un peu de QVCT, 16%. Et si on regarde où il y a le plus de QVCT, là, on est à carrément 30% de salariés engagés. Donc là, on est sur des records mondiaux, hein, 30% de salariés engagés. On n'a aucun pays dans le monde à ce niveau-là d'engagement en moyenne. Euh, donc, ce qui nous amène à avoir des multiples de salariés engagés déterminants.
on ne refait pas toutes les études qui ont été faites de corrélation entre l'engagement, la productivité, la performance. Dites-vous que c'est démontré, prouvé qu'un salarié engagé est plus performant qu'un salarié désengagé. Je pense qu'on n'a pas besoin d'ouvrir des portes ouvertes. C'est déjà le cas. Alors, mais moi, la question que je voulais vous poser, c'est quel facteur de QVCT impacte le plus l'engagement? Donc, qu'est-ce qui fait que les salariés vont être plus engagés par rapport à ce qu'ils vivent au travail? On a on vous a proposé 3 items. C'est jamais facile de choisir. Ma santé est bien prise en compte par mon employeur. Le deuxième, c'est les collaborateurs sont impliqués dans la stratégie de l'entreprise. Et le troisième, la pleine utilisation des compétences de la personne. Donc ces 3 items, lequel de ces 3 items impacte le plus, a le plus d'effet sur l'engagement du collaborateur au travail? Et je vois qu'il n'y a pas vraiment de réponse qui se dessine. On aimerait tout avoir. Ouais, on aimerait tout avoir, ouais. Et d'ailleurs, c'est un peu. Alors, la bonne réponse était la pleine utilisation des compétences de la personne. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est là où on a eu 40%, c'est là où les gens ont le plus répondu. Mais c'était un peu une question piège parce que globalement, j'ai cité les 3 les plus impactantes sur les 26. Et en fait, on parle de x8, x6, x7. Donc, la santé est bien prise en compte. Quand il y a la dimension de la santé prise en compte par l'employeur, on a 7 fois plus de salariés engagés quand ce n'est pas le cas. Et les collaborateurs impliqués dans la stratégie, c'est intéressant parce que on a regroupé un certain nombre d'items, mais c'est le fait que l'entreprise communique de manière claire, transparente et régulièrement et à jour de la situation. Donc, communiquer en interne sur la situation de l'entreprise, c'est déterminant sur l'engagement des collaborateurs, surtout dans une période où il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Les employeurs ont tendance à ne pas communiquer sur les mauvaises nouvelles, c'est une erreur. Ne pas communiquer sur les mauvaises nouvelles, ça réduit l'engagement des collaborateurs. Pour savoir que faire, il faut être conscient de la situation et les salariés attendent ça. Et l'autre point, c'est d'avoir la parole et d'être écouté au travail, avoir un employeur qui vous écoute, c'est déterminant sur l'engagement. Et le dernier point, c'est la performance des organisations. Et là, on a regardé les organisations performantes. Même constat, plus 71% d'organisations performantes quand il y a un peu de QVCT et plus 120% quand il y en a beaucoup. On m'a posé la question, on m'a dit, mais c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est parce que les organisations sont performantes? C'est parce que les organisations sont performantes ou en croissance qu'il y a de la QVCT, ou est-ce qu'elles sont en croissance parce qu'il y a de la QVCT? En fait, quand on a creusé, on s'aperçoit que globalement, les deux vont de pair. Pour qu'une organisation soit en croissance, il faut de la QVCT. Et donc, c'est pas l'un amène l'autre, c'est les deux doivent être construits en même temps. Et il y a 3 facteurs qui sont déterminants sur la croissance, la performance des organisations. C'est l'implication des collaborateurs dans la stratégie, l'ambiance de travail et la santé. Donc, on revient sur les thématiques qu'on retrouvait tout à l'heure. Pas dites de la même manière, avec des impacts différents, mais on voit qu'à chaque fois, les enjeux de santé, les enjeux d'ambiance et les enjeux d'implication des collaborateurs dans la stratégie sont déterminants pour avancer. Donc, en conclusion, on voulait terminer sur ce point-là, et c'était ce qu'on voulait faire aujourd'hui. La QVCT a un impact prouvé sur la santé et le bien-être des Français et sur l'engagement et la performance des organisations. Jusqu'à hier, j'ai toujours trouvé que c'était considéré comme un mythe, une croyance, et cette étude est venue montrer la corrélation directe qu'il y avait entre tous ces items et la QVCT. C'est un point qui est très important parce que la QVCT, ça n'est plus qu'un enjeu de plaisir ou d'attente des salariés au regard de certains, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu de société. Et il est fondamental de se saisir de cette dimension avec sérieux pour pouvoir justement améliorer nos organisations de travail et le bien-être, la santé et l'engagement et la performance de nos organisations. Prochaines étapes, je vois le temps qui passe et on a un petit peu débordé. Et je vois qu'il y a plein de questions, mais je vois des remarques. Ouais, des remarques. Bah, j'ai dit, il faut choisir ses collègues, choisir son manager. Mais évidemment, c'est ironique. Mais en même temps, je pense que si ça peut permettre aux gens de prendre conscience de l'incidence qu'un manager peut avoir sur sa santé, j'espère que ça permettra aussi de faire bouger les lignes, à la fois dirigeants et DRH dans la capacité à créer des équipes
qui vont ensemble, et surtout à réguler les tensions, à savoir dès que ça ne va pas bien, il faut tout de suite intervenir, il ne faut pas laisser les choses se scléroser parce que ça vient impacter la productivité, la performance, la santé et le bien-être des gens. On va revenir vers vous prochainement, surtout suivez-nous sur LinkedIn, inscrivez-vous à la newsletter sur www.qualisocial.com, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Voilà, on va venir résultat secteur par secteur. N'hésitez pas à nous demander aussi d'avoir une vue sur un secteur en particulier. On sera très heureux de vous l'adresser, ou une analyse d'un facteur en particulier. Mais globalement, on va communiquer tous les 3 semaines avec une thématique précise. Et donc, dites-nous les thématiques qui vous intéressent. On reste en contact. Merci beaucoup. Et voilà, et il est 13 heures. Voilà, on a respecté le timing. Merci à tous. Ceux qui ont des questions, moi je suis encore là moins pour 5 minutes. Donc si vous avez des sujets que vous souhaitez, des questions que vous souhaitez poser, ben, n'hésitez pas. Oui, vous aurez le support, hein, vous répond Myriam. Ah ben voilà, on peut le télécharger ici. Voilà, il y a le lien Super, le lien est là. du baromètre. Merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi avec acuité cette présentation. Ta proposition de l'étude pour les différences générationnelles a eu un grand succès. Ouais, ok. Ouais. Donc, génération Z. Mais oui, faut-il se plaindre de la génération Z ou faut-il s'en inspirer? Et on aimerait bien avoir l'étude en anglais sur le chat. Yes, for sure. Nous en occupons. Effectivement, on a beaucoup de clients internationaux qui aiment bien, plutôt que d'expliquer à leurs employeurs qu'en France, on ne sait pas que râler, mais qu'il y a des façons de faire et que c'est des sujets culturels à adresser. Donc, on va la faire en anglais, c'est un très bon point. Très bon point. Et Christine nous a demandé comment on explique que qu'il reste. Donc, qu'il, c'est quand on abordait des personnes désengagées, je crois. Ah, que les salariés restent dans leur entreprise? C'est un vrai C'est sujet. une bonne question philosophique et Je pense que d'actualité. oui, c'est un sujet d'actualité. Bon, statistiquement, mais Mathieu, tu pourras peut-être en parler aussi, mais le niveau de rotation des emplois est assez faible en France. C'est-à-dire qu'on traverse la Manche, on va voir nos amis anglais, on s'aperçoit que les gens changent de métier beaucoup plus régulièrement et qu'en France, on reste de manière beaucoup plus prolongée sur un même métier et que globalement, l'emploi n'est pas quelque chose de fluide en France. C'est d'accord, hein, on a ces mêmes. Ouais. Il y a ça, et il y a même plus largement dans d'autres pays européens, c'est beaucoup. Enfin, il y a ce qu'on appelle une polarisation du marché du travail, c'est-à-dire qu'en France, il y a beaucoup de bons emplois qui sont bien payés, bien perçus. Il y a beaucoup de mauvais emplois, mais il n'y a pas beaucoup de métiers au milieu, en fait, qui permettent justement à des gens de monter dans l'échelle sociale. Donc, c'est vrai que quand vous êtes un peu coincé, plutôt dans des mauvais emplois, ou en tout cas des emplois où vous ne vous sentez pas bien, c'est vrai que c'est plus dur de bouger que dans un certain nombre d'autres pays. Après, je pense que de toute façon, il y a aussi beaucoup de gens pour lesquels, on le disait tout à l'heure, hein, la QVCT, c'est une dimension, mais il y a d'autres dimensions. Si vous êtes, il y a la dimension évidemment du salaire. Bon, vous pouvez peut-être pas être très bien, peut-être pas être très engagé dans votre entreprise, mais bon, malgré tout, si du point de vue du salaire, ça va très bien. Vous avez des dimensions territoriales, évidemment. Il y a plein d'endroits où, quoi qu'il arrive, vous n'avez pas 36 000 options en termes d'emploi là où vous résidez, etc. Donc il y a beaucoup de dimensions qui expliquent pourquoi effectivement on a beaucoup de salariés désengagés, mais qui pour autant vont pas chercher activement un autre emploi. Ouais, pour pas pouvoir, quoi, c'est ce que tu dis, et pouvoir, soit parce qu'il n'y a pas d'autre emploi, soit parce que finalement c'est un peu la prison dorée. J'ai un salaire, j'ai un équilibre et j'ai pas forcément la possibilité de pouvoir bouger. Et on ne se dit pas que c'est mieux ailleurs, en fait. D'autant plus quand on est dans la situation où voilà, on pense que c'est seulement pour un employeur sur deux que ces dimensions de QVCT sont importantes. On ne se dit pas forcément que l'herbe est plus verte dans une autre entreprise. Il y a ça en plus qui joue. On sait ce qu'on a chez soi, on n'en est pas forcément satisfait, mais est-ce que ça sera forcément bien mieux ailleurs? Pas sûr. Je pense que ça va être difficile, en tout cas, de faire bouger les lignes sur cette dynamique, hein, de garder un emploi malgré le fait qu'on ne s'entende pas avec ses collègues, on ne s'entende pas avec son manager. Moi, ce que j'espère, c'est mon message pour notre société française, c'est qu'on se saisit beaucoup plus tôt des problèmes relationnels au travail et que
on puisse réguler les tensions et faire en sorte que les gens travaillent heureux ensemble, parce que l'impact des tensions est particulièrement significatif. Et surtout, ça peut être évité. Mais il faut s'en saisir très très vite et il ne faut pas tolérer en fait le fait que les gens ne s'entendent pas au travail. Il faut agir en tant que manager, en tant qu'RH, en tant qu'employeur, faire en sorte que on régule les tensions, on évite qu'elles s'installent et que on ait tous ces effets délétères qu'on a pu constater au travers de l'étude. Je vois Amélie qui demandait si on avait vu le recours aux addictions en lien avec la QVCT. Je ne crois pas, Mathieu, qu'on ait mis les addictions dans les questions structurelles. Non, on n'a pas de questions sur cette dimension, c'est vrai. Donc là, on peut pas trop creuser cet aspect. Ok. La prochaine fois. Ouais, La prochaine fois. intéressant. L'année dernière, pour ceux qui suivent Qualité Sociale, on avait étudié le harcèlement, hein, le vécu du harcèlement. Est-ce que je suis auteur de comportements s'apparentant à du harcèlement, témoin, victime? Cette étude elle est encore disponible, on peut la télécharger sur le site internet, n'hésitez pas, ou nous envoyer directement, vous pouvez chatter en direct sur LinkedIn avec Qualité Sociale pour demander des études sur le harcèlement, on sera ravis de vous les partager. Et si nous abordons la QVCT dans une entreprise, c'est une prise de ce qui fonctionne à méditer. Tout à fait. Et d'ailleurs, on voit que c'est pour ça qu'on a fait cette étude, hein. Qu'est-ce qui marche? On a grand besoin de ce genre d'enquête et de résultats. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de merci. Bah, écoutez, un grand merci à tous. On va étudier tous vos commentaires attentivement. Et puis voilà, restez connectés. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Bientôt. Au revoir.